Special Edition avec Yves Kenao, c'est bien sûr sur Tempo Afrique TV, la télévision de la diaspora africaine. Aujourd'hui, nous allons parler des réformes des taxes aux États-Unis. Nous allons parler de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a bloqué donc la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'Israël par le président américain Donald Trump. Nous allons parler aussi de l'immigration, et cette fois-ci pas de la Libye, mais de l'Algérie. Et après, on fera un tour au Togo. Pour parler de ce fameux dialogue tant entendu et qui n'arrive toujours pas entre le président Faure Gnassingbé du Togo et l'opposition togolaise. Malik Sall est à la production de cette émission. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV et surtout chers Africains de la diaspora américaine, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, dans la capitale américaine à Washington, un grand événement est en train de se dérouler. Durant la campagne électorale présidentielle américaine de 2016, le président américain Donald Trump a promis que s'il est élu, il va réduire les taxes pour les Américains et il va entamer une réforme des taxes de la fiscalité donc des États-Unis. Bien sûr, depuis qu'il a été élu, il n'a pas encore réussi à faire passer une loi, une grande loi en tant que telle. Républicains ont le Sénat, républicains ont le Congrès, mais ils ont failli. Ils n'ont pas pu quand même annuler Obamacare et on les attendait donc sur les réformes de taxes, les réformes fiscales. Aujourd'hui, le Congrès a voté 227 pour les réformes et la réduction des taxes contre 220. Maintenant, c'est à la Chambre, c'est au Sénat de voter. À l'heure où nous vous parlons, le Sénat est en train de débattre sur donc, le vote du Congrès. Mais donc, après le vote du Sénat, là, le projet de loi va retourner demain matin, si c'est voté, devant le Congrès. Et c'est quand le Congrès va le voter encore de nouveau. Vous voyez, c'est un peu plus compliqué, c'est pourquoi je prends le temps de vous expliquer. Premièrement, le Congrès l'a voté et le projet de loi va au niveau du Sénat. À l'heure actuelle, le Sénat va l'étudier et le voter, puisqu'il y a d'autres amendements que le Sénat va apporter. Après cela, le projet de loi retourne devant le Congrès et quand le Congrès va le voter pour la deuxième fois, c'est en ce temps que ça devient loi que le président va signer. Vous n'êtes pas sans savoir que la dernière fois qu'il y a eu réforme fiscale aux États-Unis, ça date de plus de 3 décennies. C'est au temps de Ronald Reagan qu'il y a eu réforme des taxes aux États-Unis et de la réduction considérable des taxes. Vous savez, les républicains ont essayé de défendre encore leur projet de loi, disant qu'au moins 80% des Américains, de la moyenne classe américaine, va bénéficier d'une réduction des taxes pour cette année. Commençant cette année en janvier, déjà que les Américains, 80% vont bénéficier, plus de 80% vont bénéficier de choses, de la réduction des taxes et qu'à partir d'avril, les Américains seront en mesure de faire leurs taxes d'une manière simple, que eux ils ont simplifié les taxes. Il reste à savoir, il reste à voir réellement ce qu'ils appellent par simplifier la manière de faire les taxes. Vous savez, Donald Trump, depuis qu'il est arrivé, il a essayé plusieurs fois, il n'a pas réussi à passer une grande loi, comme je le disais, et c'est seulement celle-ci qui serait, si, encore c'est ainsi, si le Sénat arrive à le passer, donc ce projet serait une loi. Et que ça sera une victoire pour le président Donald Trump. Jusque-là, ce n'est pas encore une victoire. Mais, dans cette réforme, les sociétés américaines ont bénéficié aussi d'une réduction de taxes. Avant, les sociétés américaines étaient taxées à 35%. Avec cette nouvelle réforme, les sociétés américaines seront
ne seront taxés que de 21%. Donc les républicains ont dit que ça va permettre à ce que les sociétés américaines puissent créer du travail, puissent être beaucoup plus compétitives. Vous savez, le Congrès est composé des républicains majoritaires et la minorité des démocrates. Ce projet de loi n'a reçu aucun soutien, je dis bien aucun soutien, des démocrates qui ont justifié et qui ont dit que cette réforme fiscale ne bénéficie qu'aux riches et qu'on est en train de prendre le peu que les pauvres contribuables américains ont pour redonner aux riches. Et la présidente des démocrates au niveau du Congrès a expliqué cela très clairement, très clairement. Nous allons vous faire écouter Nancy Pelosi qui justifie les raisons pour lesquelles les démocrates ne peuvent pas s'associer à ce projet de loi qui n'est qu'une redistribution de la richesse aux grands riches américains. Suivant Nancy Pelosi. This healthcare, the debate on healthcare is life, death. This is Armageddon. This is a very big deal because you know why? There's really a very hard way to come back from this. They take us further, more deeply into debt. What can you do but raise taxes? They contend that they're a gift to corporate America of $1.5 trillion, could be up to $1.5 trillion, will be paid for by the growth it creates. And even their own people say, nonsense, not true, not true. So let's be truthful with the American people about that. They throw a few crumbs to the middle class, what they give with one hand, they take away in bounty with the other. And why? Because it is in their DNA to give tax cuts to the rich. That's their purpose in coming to Congress. Voilà. Nous allons aussi suivre le responsable des démocrates au niveau du Sénat, M. Schumer. Il va nous expliquer, Chuck Schumer va aussi nous expliquer les raisons pour lesquelles les démocrates au Sénat ne veulent pas et ne vont pas s'associer à ce projet de loi. Suivons-le. Mr. President, in just a short time, we'll proceed to a final vote on the Republican tax bill. We understand they have the votes to pass their bill, despite a process and a product that no one can be proud of and everyone should be ashamed of. Historians will mark today as one of the darkest black-letter days in the long history of this Senate. Suivons maintenant un autre démocrate qui défend les raisons pour lesquelles les démocrates ne vont jamais s'associer à ce projet de réduction des taxes. Scam, and the American people know it. Is this bill about helping people who are living paycheck to paycheck? Hell no! Is this bill going to bring back jobs and lift up the middle class? Hell no! Voilà. Mais, comme je l'ai dit au début, les républicains essaient de défendre leur projet de loi. Le président du Congrès, M. Ryan Paul, va vous expliquer les raisons pour lesquelles ce projet de loi de réduction des taxes est très bon pour la population américaine. Souvent Paul Ryan. We're giving the people their money back. The bottom line here is the typical family making the median income in America will get a $2,059 tax cut next year alone. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle aux États-Unis. Si je vous ai fait suivre ces interventions, ou du moins si je parle de la réforme des taxes aux États-Unis, c'est parce que nous, diaspora africaine aux États-Unis, nous sommes concernés. Nous sommes concernés parce que nous payons les taxes. Et nous devons savoir ce qui se passe au niveau des taxes. En fait, qui a raison, qui a tort, je ne saurais le dire. D'un côté, c'est prouvé
que la moitié de la classe ouvrière, la moitié des Américains va bénéficier de cette taxe, de cette réduction, de la réforme des taxes. Mais de l'autre, il n'y a pas d'enthousiasme. C'est le statu quo, c'est le chaos. Que les gens vont mourir, que les gens vont rester en famille, qu'on va prendre l'argent d'un côté pour remettre aux riches. Sur l'ensemble, on ne sait pas qui a raison et qui a tort. Seul l'avenir nous dira qui a raison et qui a tort. Mais il y a un enjeu politique. Il y a un enjeu politique dans cette réforme de taxes. Si, avec cette réforme, avec cette réduction de taxes, avec cette réduction des taxes au niveau des corporations, au niveau des grandes sociétés américaines, s'il n'y a pas toujours du travail, si l'économie ne marche pas, si les gens n'arrivent pas à avoir l'argent dans leur poche, dans leurs mains, dans leur foyer, alors les prochaines élections américaines seront très dures pour les républicains. Parce qu'ils disent qu'ils veulent réduire les taxes pour les sociétés, pour les grandes sociétés, afin que ces grandes sociétés puissent créer du travail, puissent engager les gens. Et si ils font couper les... Ici, ils réduisent les taxes pour ces riches, pour ces grandes sociétés, et que le travail ne vient pas, et que l'économie ne marche pas, alors ils vont payer le prix aux prochaines élections législatives et présidentielles. Mais le danger pour les démocrates en n'associant pas à ce projet de loi, c'est que si l'économie commence par marcher, si tout le monde a de l'argent, si les sociétés engagent les gens, si le travail revient, alors il serait très difficile aux démocrates d'expliquer pourquoi ils n'ont pas soutenu ce projet de loi. Alors, tout ce qu'on peut dire, laissons l'avenir nous dire qui des deux a raison. Je vais vous retrouver dans quelques instants après cette page publicitaire pour la suite de cette émission. Chers téléspectateurs, votre émission Grand Débat passe sur Tempo Africa. Restez toujours connectés car nous vous apportons les réalités de l'Afrique. Votre animateur principal est Serge Niawa qui est toujours là pour être connecté avec vous. Encore une fois, vous suivez Tempo Africa TV, l'émission Special Edition. Chers téléspectateurs, si vous vous rappelez, au début du mois de décembre, le président américain Donald Trump a pris une décision qui a fait couler beaucoup d'encre. Au début du mois de décembre, donc, le président américain Donald Trump, dans un discours solennel, a reconnu Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël. Et il a décidé de déplacer la capitale américaine, l'ambassade américaine de Tel Aviv
à Jérusalem. Cette décision a créé beaucoup de mécontents à travers le monde. Pas seulement le monde arabe. À travers le monde arabe, le monde occidental, le monde asiatique, le monde africain. Même les États-Unis d'Amérique. Le drapeau américain a été brûlé partout. À Jérusalem, à Gaza, en Arabie Saoudite, en Iran, dans presque tous les pays musulmans, le drapeau américain a été brûlé. Les photos de Donald Trump ont été brûlées. Mais ça a été une décision, je ne saurais qualifier. M. Trump a justifié la décision en disant que le Congrès américain avait déjà voté la loi du transfert de la capitale, du transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Et que les anciens présidents américains ont promis qu'ils vont transférer la capitale, l'ambassade à Jérusalem. Ils n'ont jamais fait. Et que Jérusalem comme capitale d'Israël, de fait, est reconnue. Mais la question qui se pose, c'est de savoir qu'il y avait un ordre dans lequel les gens vivaient. Ses prédécesseurs ont promis qu'ils vont déclarer Jérusalem comme la capitale d'Israël. Nous savons le problème crucial que Jérusalem pose au niveau des Palestiniens et des Juifs. Probablement tous les anciens présidents qui ont précédé Donald Trump ont essayé, mais ils se sont affrontés à des difficultés. Ils sont confrontés à de grandes difficultés. Parce que vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que le problème de Jérusalem est un problème crucial. Mais dès le début du mois de décembre, M. Donald Trump, je ne sais pas si c'est une décision courageuse ou pas, je ne saurais le dire. Je ne sais pas pour quelle raison, ou du moins pour tenir à ses promesses électorales qu'il a fait, je ne sais pas. Mais cette décision de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël a d'énormes conséquences. De très graves conséquences. Le problème de Jérusalem ne date pas d'aujourd'hui. Voilà que dès la prise de la décision, dès l'annonce de la nouvelle, le monde arabe était en ébullition. Le monde occidental était en ébullition. Le monde africain était en ébullition. D'Arabie Saoudite en passant par le Soudan, en arrivant ici aux États-Unis, dès l'annonce de la reconnaissance de Donald Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël, ça a été des troubles, des violences. Et jusqu'à aujourd'hui, ces violences et ces troubles-là ne sont pas finis. Mais comme si ça ne suffisait pas, aujourd'hui au Caire, le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté, à l'exception des États-Unis, a voté pour rejeter la reconnaissance de Jérusalem comme la capitale d'Israël. 14 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont voté pour que M. Donald Trump, le président des États-Unis, retire sa déclaration de reconnaissance de Jérusalem comme la capitale d'Israël.
Et surtout, de ne pas transférer la capitale, l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Mais, comme on devrait s'y attendre, seuls les États-Unis ont voté non. Donc, les États-Unis ont veto cette résolution, ça voudrait dire qu'elle ne peut pas passer. Et l'ambassadrice Nikki Haley des États-Unis d'Amérique a justifié pourquoi elle a voté contre la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Suivant l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, Nikki Haley. Today in the Security Council is an insult. It won't be forgotten. It's one more example of the United Nations doing more harm than good in addressing the Israeli-Palestinian conflict. Voilà. Vous l'avez suivi. Elle disait tout simplement que c'était inadmissible, que cette décision du Conseil de sécurité des Nations Unies était une insulte et que ça ne pouvait que compliquer les relations entre les Palestiniens et les Israéliens. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir si cette décision de Donald Trump est une décision courageuse, est une décision outrageuse, ou juste une décision pour faire la différence entre les anciens présidents américains qui n'ont pas respecté leurs paroles, leurs promesses électorales, ou juste il a fait parce qu'il veut être différent des autres. Chers téléspectateurs, voici la question à laquelle je vous invite. Je vous invite d'y penser. Je vous invite vous-même à répondre à cette question. Et si vous voulez nous faire parvenir vos réponses, allez juste simplement sur Tempo Afrique TV Facebook. Vous allez nous donner vos impressions. Pourquoi M. Donald Trump a pris cette décision de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël, alors que plus de 3, 4, 5 présidents qui l'ont précédé, des présidents américains, n'ont pas pu le faire. Pourquoi il l'a fait? C'est là la question. C'est à vous de nous trouver la solution. On vous retrouve dans quelques instants après cette page publicitaire. Tempo Afrique Travel. Téléphone 612 729 01 76. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction et votre plaisir. Pour toutes vos informations en politique, en économie, en sport, en santé, retrouvez Yves Kenao sur Tempo Afrique TV, la station de l'éveil du continent africain. Voilà, Tempo Afrique TV, la télévision de la diaspora africaine aux États-Unis. Bien sûr, vous nous suivez depuis Minneapolis, au pays de l'oncle Sam. Malik Sam, merci encore une fois pour tout ce que tu fais afin que nos téléspectateurs à la maison puissent avoir de jolies images et puis un très bon son. Mesdames, Messieurs, encore une fois, nous allons parler de l'immigration. La semaine passée, on vous a parlé, nous avons démontré sur ce plateau aussi comment c'était vraiment indigne. C'était vraiment soulevant d'apprendre que des Africains, des êtres humains, des Africains sont mis en vente comme des esclaves en Libye.
Les gens ont réagi. Les gens ont manifesté leur ras-le-bol. De Claudie Siard à Alpha Blondy, en passant par Tempo Afrique TV, par Yves Kenao, moi-même, nous avons appelé, nous avons interpellé la communauté internationale, nous avons interpellé les politiciens africains, nous allons interpeller les activistes africains, en Algérie à présent, les associations des droits de l'homme. Nous avons appelé, nous avons interpellé, nous avons demandé à l'ONU de prendre une résolution. qui peuvent les renvoyer. Personnellement, moi, Yves Kenao, j'ai demandé à l'ONU de prendre une résolution condamnant et rétablissant la stabilité au niveau de la Libye. Car il n'est pas question au XXIe siècle que les Africains qui ont souffert depuis des centaines de siècles puissent encore être esclaves, vendus sur leur propre territoire, sur leur propre continent. Mais malheureusement, ce n'est pas la Libye seule qui connaît ce fléau, qui connaît cette épidémie, ce cancer. Il y a aussi d'autres pays de l'Afrique du Nord. Il y a aussi d'autres pays maghrébins, et surtout l'Algérie. Il y a une ville de l'Algérie qu'on appelle Oran. Je demande à tous les Africains et à tous ceux qui aiment l'Afrique d'ouvrir leurs yeux, d'ouvrir leurs oreilles et d'attendre et d'écouter. Car ce qui s'est passé en Libye a commencé de la même manière comme ce qui se passe à Oran en Algérie. En Oran en Algérie, les jeunes africains de tous bords et de toutes couleurs traversent à partir de la Méditerranée des bateaux de fortune vers l'Europe. Aujourd'hui, quand vous arrivez en Algérie, vous allez trouver des centaines de milliers d'Africains en transit, en attente pour la traversée de l'océan. Mais aujourd'hui, les responsables africains se sont tus. Les responsables africains ne réagissent pas. Les responsables politiques africains, les chefs d'État africains, la fameuse Union africaine ne réagit pas. On attend que ce voyage volontaire devienne un voyage involontaire, un voyage obligatoire et obligé. Avant qu'on ne commence pas à crier, oh, on ne savait pas que ça se passait ici. Je vous dis que ça se passe maintenant, alors levez-vous. Je vous le dis, ça se passe. Levez-vous. Les associations et organisations non gouvernementales des droits de l'homme, levez-vous. Dirigez-vous vers Oran, en Algérie. Et arrêtez le massacre avant qu'on arrive au niveau de la vente de ces Africains. Allez-y. Je vous dis qu'en Algérie, les Africains ne représentent absolument rien. Les Africains en Algérie ne représentent absolument rien. ONU, si vous m'entendez. ONU, si tu m'entends, prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités et envoie tes casques bleus en Algérie. Et envoie tes casques bleus en Libye. Et envoie tes casques bleus au Maroc, en Tunisie. Pour arrêter le massacre.
avant qu'on nous parle des ventes des Africains en Algérie, des ventes des Africains en Tunisie ou au Maroc. S'il te plaît, ONU, lève-toi. Je veux qu'on prévienne. Qu'on prévienne. Tout le monde a crié que c'était mauvais de vendre les gens en Tripoli. Mais Tripoli n'a pas commencé par la vente des gens, par la vente des Africains. Tripoli n'a pas commencé par ça. Tripoli a commencé par des voyages clandestins. Et après, ça a été des voyages organisés. Et puis, comme l'appétit vient en mangeant, des voyages clandestins en voyages organisés, c'est devenu maintenant un commerce honteux de personnes. C'est ce qui se passe à Oran, en Algérie. Alors, je ne voudrais pas qu'on attende la mort avant d'amener le médecin. Essayons d'arrêter l'hémorragie dès maintenant. Essayons d'arrêter ce fléau dès maintenant. Ensemble, chers Africains, agissons chacun à son niveau. Agissons chacun à son niveau pour que, à l'heure actuelle, la situation d'Oran soit contenue, soit maîtrisée. Nous devons apprendre des erreurs de la Libye pour que nous ne puissions pas tomber dans les mêmes erreurs au niveau de Oran en Algérie. Alors, chef d'État africain, et toi qui es président de l'Union africaine, convoque les membres de l'Union africaine, convoque-les en session extraordinaire, convoque-les en session extraordinaire pour se pencher sur le cas des Africains à Oran en Algérie. Mais si tu ne le fais pas, toi président de l'Union africaine, si tu ne le fais pas, et qu'un jour j'entends que tu as parlé d'aller chercher des Africains à Oran, je vais te condamner. Je vais te condamner. C'est pourquoi très humblement je te demande, toi, Union africaine, de te réunir en session extraordinaire pour se pencher de la situation des Africains à Oran en Algérie. L'avenir de l'Afrique dépend de cela. La réussite de l'Afrique dépend de cela. Le développement de l'Afrique dépend de cela. Vous savez, comme quelqu'un l'a dit, il ne s'agit pas de balayer votre maison pour dire que votre maison est propre. Mais il faut vous assurer que le voisin a aussi balayé sa maison. Parce que si le voisin ne balaye pas sa maison, les ordures du voisin vont tomber dans votre maison que vous avez balayée. Je veux tout simplement vous dire que si vous êtes là en tant qu'organisation panafricaine, si vous croyez que la Libye, l'Algérie, ce n'est pas votre pays, quand ça va déborder ces pays-là, ça retombera sur vous. C'est pourquoi je vous demande tous, chefs d'État africains, agissez comme un seul homme. Considérez tout ce qui arrive aux fils africains et aux filles africaines comme vos citoyens. De toute façon, ni nous ici à Tempo Afrique TV, nous ici à Special Edition, nous allons le dire. Nous le dirons, nous le disons aujourd'hui. Nous allons le dire demain. Nous l'avons dit
hier, nous le disons aujourd'hui, nous allons continuer par le dire, jusqu'à ce que nous disons tombe dans des oreilles qui vont nous entendre. Enough is enough. Trop, c'est trop. On nous serait expliqué pour quelle raison. Pour que l'Afrique soit le seul continent qui souffre, qui a souffert et qui souffre et qui continue pas à souffrir. On nous saurait l'expliquer. Qu'a-t-on fait pour mériter ce sort? Qu'a-t-on réellement fait pour mériter ce sort? Pour qu'on soit encore esclaves sur notre propre continent pour la deuxième fois dans l'histoire de l'humanité. Trop, c'est trop. Je vous retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Téléphone 612 729 01 76. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Voilà, nous nous retrouvons encore une fois dans cette émission Special Edition que vous présente Yves et Kenao. Nous allons maintenant faire un tour au Togo pour voir si enfin, le fameux dialogue entre l'opposition et le pouvoir en place aura lieu. Vous savez, on avait appris que les démarches pour ce dialogue devraient commencer le 10 décembre passé. Mais jusqu'à ce jour, dans la capitale togolaise, le dialogue tant entendu n'a pas toujours eu lieu. Et on se pose la question, est-ce que ce dialogue aura lieu? Et s'il aura lieu, quand? Le gouvernement a invité l'opposition pour les préalables. L'opposition dit que le gouvernement ne peut pas être à la fois l'arbitre et le juge. Qui ne peut pas être à la fois les deux. En un mot, elle ne participera pas si c'est encore devant ce même gouvernement qui vont aller se retrouver pour les préalables. Et on est là. Comme au début, on est là. Donc, la situation togolaise est toujours dans un impasse total. Les marches continuent et il n'y a pas toujours résolution de la crise. Mais la question qui se pose, c'est de savoir jusqu'à quand cette situation va rester comme cela. Jusqu'à quand? Et à qui profite cette situation? La situation du Togo, à qui profite-t-elle? Je vous dis, chers Africains, chers Togolais, il n'y a pas de problème sans solution. Avant qu'un problème ne naisse, sa solution est là. Quelque part, il faut chercher, il faut fouiller. Peut-être que les Togolais sont en train de chercher, de fouiller ardemment pour trouver la solution, la clé qui va ouvrir la porte à la résolution de la crise togolaise. Mais tout ce que je peux dire, c'est que je fais foi au peuple togolais. Je fais foi
aux hommes politiques togolais qu'ils vont un jour s'entendre sur un minimum. Ils vont un jour s'entendre pour libérer le peuple togolais qui a tant souffert. Le peuple togolais ne mérite pas ce qui lui arrive. C'est un peuple doux, c'est un peuple travailleur, c'est un peuple humain. Alors, chers acteurs politiques togolais, pensez à ce peuple au nom duquel vous parlez et cherchez à démarrer aussitôt que possible ce dialogue qui n'est autre que le salut pour le peuple togolais. À cœur voyant, rien d'impossible. Chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, c'est sur cette note que je vais vous laisser. Mais pour le moment, je vous remercie infiniment de nous avoir tenu compagnie. Merci à vous qui êtes à la maison et qui avez suivi cette émission. Merci à toi, Malik Sall. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, de loin ou de près, et à tous mes fans, et à tous les fans de Special Edition. Je vous aime. Je vous donne rendez-vous le mardi prochain pour un autre numéro de Special Edition. Jusque-là, que Dieu vous garde. Bonne nuit.